Pour débuter le sommaire de l'info de ce jeudi 17 décembre, nouveau rebondissement dans l'affaire Denis Leprince. Information révélée ce jeudi par nos confrères de Ouest France. Une nouvelle enquête a été ouverte l'année dernière, en décembre 2014, par le parquet du Mans. On ne l'apprend qu'aujourd'hui. C'est une ultime plainte contre X déposée par Robert Leprince, le père de Dany, qui relance l'instruction sur le quadruple meurtre de Thorigné. Police et gendarmerie font la chasse aux faux papiers et aux véhicules volés, des délits en forte hausse cette année. L'opération a été menée sur 12 sites en Sarthe. Reportage au Mans cet après-midi. Le MSB quitte l'Eurocup sur une large défaite, 90-49 face aux Allemands de Ludwigsburg, soit plus de 40 points d'écart entre les deux équipes. Et puis on terminera par un chantier de Noël, celui du musée au train de Semur en Vallon, dans l'Est sartois. 250 mètres de voies ferrées doivent être renouvelées, soit plus de 3 semaines de travail pour les bénévoles. Mon invité, il est directeur de Sweet FM, la radio sartoise. Wilfried Tocqueville nous parlera de ses inquiétudes pour les radios commerciales. Depuis la libération conditionnelle de Dany Leprince et l'épuisement de tous les recours, on pensait l'affaire du quadruple meurtre de Thorigné-sur-Douai définitivement close. Eh bien, elle vient de rouvrir. Alors, on va parler du sujet de Thorigné-sur-Douai. On me dit en régie qu'on n'a pas encore le sujet. On va enchaîner sur les contrôles policiers, Pascal. Vol de voitures et trafic de faux papiers, c'est bien cela ? Oui. En hausse en Sarthe, police et gendarmes mobilisés donc cet après-midi. Et ils étaient près de 70 répartis entre Le Mans et le reste du département sur 12 sites de contrôle. Une opération à grande échelle, principalement pour rassurer la population. Bérénice Angot. Alors, le permis de conduire, la carte grise et l'attestation d'assurance. Ces policiers sont à la recherche de faux documents. Et pour vérifier la véracité des permis de conduire ou des cartes d'identité en un clic, direction l'intérieur de cette voiture. Ici, c'est un laboratoire mobile d'analyse documentaire. Là, on est sur une carte d'identité française, donc il n'y a rien qui apparaît, et dès qu'on se met sous rayonnement ultraviolet, on aperçoit un motif de Marianne qui apparaît donc sur l'écran pour vérifier l'authenticité de la carte. Si on n'avait pas eu ce motif, le document aurait été faux. Difficile de chiffrer le nombre de faux documents dans le département. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui sur la zone de défense ouest à laquelle appartient Le Mans, un document sur 4 sont contrefaits, falsifiés. Depuis que ce véhicule existe, nous essayons de faire une vingtaine de sorties par an, qui ne sont pas toutes positives en termes de détection. Néanmoins, nous pouvons compter quasiment plus de 50 détections de faux documents sur l'ensemble de nos missions depuis 1998. Si les résultats sont peu significatifs, ces opérations s'inscrivent dans le cadre de l'état d'urgence. On voit bien que la fraude documentaire peut permettre à des personnes mal intentionnées, à des terroristes de s'introduire sur le territoire français et de circuler alors qu'ils ne pourraient pas. Il est donc important de lutter contre ce vecteur d'activité terroriste. D'autres opérations de contrôle de ce genre pourraient être menées dans les prochaines semaines. Bon, que de rebondissements décidément autour de l'affaire Leprince. L'affaire Denis Leprince, donc Dany Leprince même. qu'on pensait close, elle vient de rouvrir. Oui, elle vient de rouvrir. Une nouvelle enquête a été ordonnée il y a 1 an par le parquet du Mans. On ne l'apprend qu'aujourd'hui, ce matin, dans le journal Ouest France. Le massacre de Thorigné n'est pas prescrit. L'affaire est relancée suite à une plainte contre X déposée par Robert Leprince, le père de Dany. Michael Texier. Dany Leprince, en liberté conditionnelle, ne risque rien de cette nouvelle enquête. Il a déjà été condamné en 1997 pour le quadruple meurtre de Thorigné à la réclusion criminelle à perpétuité. En fait, le dossier Leprince n'est pas réellement rouvert. C'est un nouveau chapitre qui s'écrit depuis 1 an avec la plainte contre X déposée par le père des victimes. Fin décembre 2014, le parquet du Mans confiait le dossier à 2 juges d'instruction. Peut-être arriveront-ils à éclaircir les zones d'ombre de l'affaire, suffisamment nombreuses pour qu'en 2010, la commission de révision ordonne la mise en liberté de Dany Leprince avant sa réincarcération quelques mois plus tard. Depuis 21 ans, Dany Leprince clame son innocence à l'unisson de ses soutiens. Si peu à peu ces derniers se sont mis à douter de sa bonne foi, ils en sont persuadés, le condamné n'a pas pu agir seul. Le but, c'est de savoir ce qui s'est passé ce soir-là, qui a fait tout ça et pourquoi. Que même si Dany a participé à ces meurtres, il ne pouvait pas être tout seul.
Et peut-être même qu'il n'a rien fait du tout. Alors là, ça serait encore autre chose. Il y a beaucoup de personnes qui se sont battues pour obtenir cette vérité. Si c'est cette fois-ci, tant mieux. Tant mieux. Ouais, c'est que du bonheur. Hein. À charge des magistrats de mener une enquête qui s'avère tout aussi difficile aujourd'hui, d'autant que, comme le rappelle le quotidien régional, les preuves ont toutes été détruites à la suite du procès d'assises. Vol de voitures et trafic de faux papiers en hausse en Sarthe. Policiers et gendarmes étaient mobilisés cet après-midi. Oui, alors on va enchaîner sur l'alerte au colis suspect ce mercredi soir en plein centre-ville du Mans. À quelques dizaines de mètres de la place de la République, une valise a été repérée vers 17h. La police a aussitôt été prévenue. Elle a mis en place un périmètre de sécurité en attendant les démineurs de Nantes. Vers 18h30, la réponse est tombée. Il s'agissait en fait d'une fausse alerte, la valise était vide. Et je me disais que je me répétais un peu. Bon, les radios privées locales sont-elles en danger? On pose la question à notre invité Wilfried Tocqueville, directeur de Sweet FM. Bonsoir Wilfried Tocqueville. Bonsoir. Sweet FM en Sarthe, c'est la première radio du département avec 80 000 auditeurs quotidiennement. Et pourtant, vous sonnez l'alarme, vous pourriez manquer de ressources publicitaires. Pourquoi? Parce qu'il y a des changements en ce moment au niveau du gouvernement et des volontés d'élargir le périmètre de la publicité autorisée aux radios de service public. Il faut savoir que le service public, les 7 radios, seulement 7 radios, alors des grosses radios, le groupe Radio France, le budget de Radio France est supérieur aux recettes publicitaires de l'ensemble du secteur privé de toutes les radios privées françaises. Et dedans, j'en compte des grosses, RTL, RMC, Europe 1, Énergie, etc. Toutes ces radios-là et toutes les radios locales, donc des centaines de radios, gagnent moins d'argent que le simple groupe Radio France. Le groupe Radio France avec ses 7 stations. Et là, c'est un projet de loi. Donc ça, c'est un projet de loi. Donc, donc plutôt que s'attaquer aux causes du problème, parce qu'il y a effectivement des problèmes de financement chez Radio France qui sont évidentes, il y a des gros problèmes structurels. Plutôt que de s'attaquer à la cause du problème, on va garder le même fonctionnement, donc ponctionner autant de redevances aux contribuables et dire on va aller aussi ponctionner un petit peu aux radios locales qui, elles, ne vivent que de la publicité et qui n'ont absolument aucune aide. 100% de vos recettes sont publicitaires? Absolument 100%. Les radios indépendantes, les radios commerciales ne touchent pas l'ombre d'une aide publique. Une aide publique. Quelle est la part de cette publicité que Radio France pourrait vous prendre dans votre budget? Vous avez évalué ça un petit peu? Alors, c'est difficile de dire, mais il y a déjà une ouverture du nombre de minutes de publicité et surtout l'ouverture à des secteurs qui étaient interdits pour l'instant à Radio France. Donc, par exemple, la grande distribution ne peut pas communiquer sur les antennes de Radio France. Là, ce serait une ouverture totale, ce qui est un non-sens en plus, sachant que l'auditoire de Radio France n'est pas du tout d'accord. Il y a eu pas mal de sondages d'opinion. C'est vrai qu'on tombe assez peu de publicité c'est une des raisons principales pour lesquelles les gens écoutent les radios du service public, c'est qu'il n'y a pas ou peu de publicité. Donc là, clairement, ça ne plaira pas et aux auditeurs et aux contribuables globalement qui continueront à payer la même redevance. Alors, vous avez écrit aux parlementaires pour les alerter sur la situation, justement, notamment les sénateurs de la Sarthe, Louis-Jean de Nicolaï et Jean-Pierre Vogel. Quels sont les retours que vous avez eus? On a eu de très bons retours, vraiment quasi tout le monde, et pas uniquement d'ailleurs des parlementaires de droite, c'est vraiment toute étiquette confondue, où effectivement tout le monde a reconnu qu'il y avait un réel souci. Il y a des questions écrites, des questions ouvertes au gouvernement qui vont être faites par des députés, par des sénateurs, et on a de bons espoirs d'être entendus. Allez, quelques mots sur une autre contrainte qui pèse aussi sur les radios privées locales, c'est le fait de diversifier encore plus la chanson française, avec multiplier en fait les chanteurs français, les chanteuses françaises. Oui. Ça, Alors les radios sont déjà soumises à des quotas de diffusion, donc 40% toutes les radios doivent diffuser un minimum de 40% de chansons françaises, toutes radios confondues, ce qui veut dire que en voulant faire de la diversité, on tue la diversité, puisque ça devrait normalement s'apprécier plutôt sur une offre radiophonique globale, qui est des radios, ce qui existe d'ailleurs, 100% chansons françaises, d'autres qui en passent moins, etc. Et chacun est grand pour aller trouver l'offre qui lui convient. Là, non, on veut une uniformisation de l'ensemble des radios, ce qui est déjà le cas. Et là, maintenant, on dit aux radios, vous passez déjà 40% de chansons françaises, mais on va vous forcer à ne pas diffuser trop tel ou tel artiste, ce qui est un non-sens pour des radios comme nous. On n'a pas vocation à forcer les gens. Les artistes, nous, une vocation d'une radio comme Sweet FM est une radio commerciale, populaire. On est là pour passer les tubes du moment. Si la personne a envie d'écouter le dernier Louane, le dernier Kenji, on va pas lui dire non, parce qu'on nous impose de séparer les diffusions. L'alerte est lancée. Merci Wilfried Tocqueville d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes directeur de Sweet FM qui est basé au Mans. Parlons basket maintenant. Le MSB, vous le savez, quitte l'Eurocup par la
petite porte après la chute lourde, on va dire, en Allemagne face à Ludwigsburg. Une véritable valise, 90 à 49, soit plus de 40 points d'écart. Aucun regret donc pour les joueurs d'Hermann Kunter qui terminent avant-dernier de leur poule. Le résumé de Michael Texier. Il a fallu attendre 6 minutes pour que le MSB inscrive son premier panier, le premier d'une courte série, 49 points au total, presque moitié moins que l'adversaire allemand qui l'emporte avec 90 points. Le fossé entre les deux équipes s'est creusé au fur et à mesure de la rencontre sans qu'à aucun moment le MSB ne réagisse vraiment. Le match contre Strasbourg dans les jambes, la proie dans la tête ou la conviction de ne pas pouvoir se qualifier pour la suite de la compétition, quelle que soit la raison, le MSB n'a pas développé de jeu ni à l'avant avec un piètre 28% de réussite, ni en défense. L'écart qui a grandi jusqu'à 41 points dès le troisième quart-temps, pour ne plus se réduire, est un écart record pour un club sartois en Coupe d'Europe, seulement dépassé par le SCM, défait par Leningrad 49 à 119, c'était en 1975. Et puis l'autre mauvaise nouvelle pour le MSB, le départ annoncé de son intérieur Robert Dozier. Et arrivé fin octobre, l'Américain aura fait un passage éclair au Mans, assez en tout cas pour attirer les convoitises d'autres clubs aux moyens financiers plus importants. Robert Dozier était rapidement devenu un pilier du MSB avec une moyenne de 11,3 points, 9 rebonds et 17 d'évaluation en 7 matchs de Pro A. L'Américain jouera encore 3 matchs en Sarthe avant de rejoindre son nouveau club. A priori, une destination exotique avec un confortable salaire à la clé. Dozier sera remplacé en interne par Youssoufa Fall. Une fois n'est pas coutume, on prend le train pour terminer ce journal. Oui, avec d'abord Jean-Claude Boulard, le maire du Mans et président de Le Mans Métropole, qui sonne l'alarme. L'ARAFER, le régulateur des transports et notamment du rail, va quitter Le Mans pour Paris pour des raisons pratiques et de recrutement. L'autorité de régulation avait rejoint la Sarthe en 2010 par la volonté de François Fillon, qui était alors Premier ministre. Dans un courrier à Manuel Valls, l'actuel Premier ministre, Jean-Claude Boulard déplore le départ de 80% des effectifs, soit une cinquantaine d'emplois hautement qualifiés. Et le musée au train de Semur-en-Vallon est en plein chantier de Noël. Les bénévoles ont 15 jours, le temps des vacances de Noël, pour remplacer 200 mètres de rails de chemin de fer. Objectif pour l'association, rendre plus attractif son musée au train pour continuer à faire vivre ce patrimoine ferroviaire. Laure Gérard. Et comme il fait beau, vous aurez sûrement intérêt à vous mettre dehors. Discussion de travail entre les membres actifs de la compagnie du chemin de fer de Semur-en-Vallon. Ici, que des bénévoles, dont Gaston. Quand j'ai vu tout le boulot qui avait été fait avant, j'ai dit là, c'est des gars, ils méritent d'être aidés. Et c'est pour ça que je suis venu. Et alors, vous travaillez à raison de combien d'heures par semaine ? Moi, je viens le jeudi après-midi, puis samedi après-midi. Et il en faut des copains pour remplacer 200 mètres de rails de chemin de fer. Et pour rajouter un peu de difficulté à la tâche, il s'agit de rails qui ne sont plus du tout produites depuis des dizaines d'années. Ici, le chemin de fer de Semur-en-Vallon est tout monté en rail Decoville. Decoville, c'est Paul Decoville qui invente le chemin de fer portatif, donc des petites rails comme ça, en 1875. Aujourd'hui, on n'en trouve quasiment plus. Là, on a un filon encore. Il y a un de nos visiteurs de cet été qui nous a trouvé un lot de rails chez des maraîchers, parce que les maraîchers ont aussi beaucoup utilisé ce type de rails. Un chantier nécessaire pour toujours améliorer le musée au train de Semur-en-Vallon qui fêtera son 50e anniversaire en 2018. Aujourd'hui, le musée, c'est 600 mètres carrés d'immersion dans l'histoire du rail avec le souci du détail. Exemple, cette arche entièrement réalisée à partir de vieilles archives. Et nous, l'idée, c'est de reconstituer donc le musée de Decoville et on est en train de refaire la porte de Decoville de l'usine. Dès le mois de mai, les premiers visiteurs de la saison pourront admirer les nouveautés du musée, réalisées entièrement par des bénévoles. Pour continuer à vivre, le petit train a besoin d'au moins 6000 visiteurs par an. Bon, ce sera pour plus tard quand il fera beau, bien évidemment. Merci d'avoir suivi le journal. On se retrouve dans un instant pour l'actu vue par les entrepreneurs. Notre invité Aude-Marie Aumonier de Sogec Group.